Pour voir ceux qui sont tout au fond là-bas, voilà, cachés derrière la herse. Je voudrais juste remercier Natacha Wolinski de participer à nouveau à cet entretien, non plus à ce débat cette fois-ci. Natacha Wolinski, qui est donc la journaliste que vous connaissez, qui écrit dans Beaux-Arts, qui a une émission sur la photographie sur France Culture, qui a des chroniques dans Air France Magazine, dans Marie-Claire, enfin qui intervient sur l'art contemporain de manière générale, sur le livre assez souvent et sur la photographie en particulier, et qui donc a eu la gentillesse de venir avec nous aujourd'hui pour nous aider à vous éclairer sur les travaux des uns et des autres, et notamment ce soir sur le rôle d'un collectionneur, ce que peut être l'émulation entre une passion et une conscience, et peut-être beaucoup plus. Marine parle souvent de psychanalyse lorsqu'il parle de sa collection. Et cela est accompagné par Christian Cojol qui, comme vous le savez, a été beaucoup de rôles dans la photographie et en a toujours énormément. Comme d'abord, il a commencé sa carrière à Libération en écrivant sur la photographie, dirigeant le service photo, créant l'agence Vue, puis la galerie Vue, et conseillant une quantité de festivals, d'éditeurs et autres institutions absolument colossales, sans parler d'amis collectionneurs comme peut l'être Marine Karmitz, qui dialogue énormément avec Christian. Et donc on a décidé de rendre leur dialogue public ce soir. Voilà, et c'est Natacha qui va servir d'intermédiaire. Merci beaucoup en tous les cas à vous trois d'accepter de participer ce soir, et à Marine qui vient d'enchaîner une émission de radio et maintenant ce débat. Voilà, la parole est à vous, et la parole sera également ensuite à vous pour vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoutez, je crois que je vais commencer par une question très très simple. Comment vous vous connaissez tous les deux, Marine Karmitz, peut-être? Écoutez, on a eu un bout de passé commun. Ce passé s'appelle journal qui est Libération. Et c'est de là qu'a commencé notre relation. Donc ça s'est fait par l'écrit d'un côté et la photo de l'autre, en ce qui concerne Christian. Oui. Christian? Oui, tout ça. Ça s'est continué comment alors? Ça s'est continué par des rencontres épisodiques, par le fait de suivre ce que Marine faisait en tant que producteur, par un intérêt très fort sur la bataille qu'il a pu mener pour l'existence d'une distribution indépendante du cinéma, pour le réseau de Salem K2. Et puis après, il y a eu la photographie. La photographie, ça a été très précisément autour de la création de la Galerie Vue, et même avant la création de la galerie, puisqu'au premier Paris Photo, il était avec Elisha, son plus jeune fils. La Galerie Vue n'était pas encore ouverte. Elle allait ouvrir un an plus tard. Et Marine a acheté un vintage. Je n'arrive plus à me souvenir si c'est un des vintages de Terré. Je crois bien que c'est Terré qu'Elisha avait remarqué, et voilà. Et ça a commencé comme ça, et Marine est devenue un familier de la galerie, et la relation autour de la photographie s'est approfondie, le dialogue s'est approfondi. Alors ça m'amène tout de suite à poser une question qu'on se pose souvent, surtout au vu des collectionneurs d'art contemporain. Est-ce que c'est vous-même qui achetez vos photos? Ah oui, heureusement. Il n'y a pas de conseiller occulte ou pas, ouais, ou pas? Non, il y a heureusement. Enfin, je pense qu'en voyant cette collection, vous voyez bien qu'il n'y a pas de conseiller. Il y a par contre quelque chose de très très important, et ça je tiens vraiment à le souligner, c'est l'importance des passeurs. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui a connu la photo en tant que technicien, puisque j'ai été formé à l'école de cinéma, j'étais à l'Institut des hautes études cinématographiques, où j'étais opérateur, en même temps que Johan van der Keuken, quand lui-même était réalisateur, élève réalisateur, et c'est là que je l'ai connu, et donc je sais très bien, et je sais toujours encore développer, tirer des images. C'est pas pour ça que je suis un grand photographe, je suis un bon technicien de la photo. Et puis j'ai fait de la photo comme reporter pour l'agence de presse Libération, pour l'agence photo, la partie photo de l'agence de presse Libération. C'était avant le journal, et j'ai arrêté en 72. Et c'est Christian qui m'a ramené vers la photo et qui m'a fait découvrir que la photo était un moyen d'expression
Et peu à peu, j'ai découvert que c'était non seulement un moyen d'expression, mais c'était aussi un art, une création en tant que telle. Et il m'a plongé, si vous voulez, dans quelque chose qui est très important pour tout le monde, c'est l'histoire de la photo. Parce que quand même aussi l'un des premiers achats que j'ai fait, c'est un Gotthard-Schuh, c'est le visage du mineur qui est là dans l'expo, et c'est par Gotthard-Schuh, enfin c'est Christian en me faisant connaître Gotthard-Schuh que tout à coup j'ai commencé à m'intéresser à la photo par l'histoire de la photo et pour arriver à l'actualité et à ce qui se passe aujourd'hui dans la création photographique. Alors, ce que l'on peut voir de votre exposition, c'est qu'il y a une empreinte du réel, une empreinte de l'humain qui est très forte. Vous n'êtes pas un collectionneur spécifiquement de photos plasticiennes. Il y a quand même un prisme assez particulier dans votre façon de collectionner et d'aimer la photo. Mais écoutez, ça c'est effectivement ce que j'ai... Non pas ce que j'ai découvert en voyant l'ensemble de ces photos, c'est qu'il n'y a effectivement ni photo plasticienne, ni photo de reportage de guerre, en tout cas telles qu'on les conçoit habituellement. Il n'y a pas non plus de photos de mode, il n'y a pas non plus de photos à la mode. Je l'espère du moins. Et donc, c'est tout à fait des choix, c'est un point de vue. Ce qui m'intéresse dans la photo, c'est la capacité des photographes de mettre en scène, et de mettre en scène dans un instant, dans un instantané, le réel. C'est quelque chose de très, très compliqué. Ce n'est pas simplement reproduire le réel, c'est arriver à le mettre en scène, même quand c'est un réel silencieux comme celui d'Abbas Kiarostami. Et ce que je voulais aussi montrer, c'est la relation entre les photographes et des artistes plasticiens, et comment les artistes plasticiens, pour certains d'entre eux, entre autres Annette Messager et Christian Boltanski, utilisaient la photo comme on utilise une palette de peintre. C'est un élément, c'est un médium qui leur permet de créer. Et donc, c'est le passage d'un art à l'autre, c'est décloisonner les fonctionnements qui m'intéressaient aussi dans cette expérience de cette exposition. Ce qu'on voit surtout, c'est un passage du cinéma à la photographie. Il y a beaucoup de passerelles qui sont entre des photographes qui pratiquent le cinéma, entre des cinéastes qui pratiquent la photographie. Il y a des transversales permanentes. C'est devenu... Alors, je peux peut-être prolonger la question. Est-ce que, puisqu'on parlait de faire une empreinte du réel, le cinéma le fait aussi, à votre avis, quelle est la différence entre ces deux façons d'opérer sur le réel? La parole. La parole. Le son. Alors, est-ce qu'il manque de la parole à la photo? Il manque de la parole à la photo, comme il manque de l'image à la parole ou au mot ou à l'écrit. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est quand l'un, même sans utiliser ou avoir la capacité d'utiliser ce médium, par exemple, quand une photo parle sans mots, ou quand effectivement il y a des paroles qui nous donne une représentation de la réalité sans l'image. Donc là, on passe à un degré qui, moi, m'intéresse énormément, parce que c'est celui qui fait intervenir la personne elle-même, si vous voulez. C'est l'imaginaire du spectateur, du lecteur, qui, à ce moment-là, crée le lien entre la parole et l'image, ou vice-versa. Christian, justement, à propos de cette collection, comment toi tu as travaillé, comment vous avez travaillé ensemble? Merci Marine. Tu veux dire par rapport à l'exposition? Par rapport au choix des images, par rapport... Bon. C'était finalement très simple et très compliqué. On ne pouvait évidemment pas montrer toute la collection. C'est pour ça qu'on a fait le livre chez Actes Sud qui, lui, reproduit la collection complète. Il y avait une évidence, c'est une des caractéristiques de la collection de Marine, c'est sa fidélité à un certain nombre d'artistes dont il a décidé, puisque c'est lui qui le décide, qu'ils étaient importants pour lui et pour sa vision de la photographie. À un moment, j'aimerais bien revenir sur sa lecture de chacun de ces artistes. Donc il y en avait 12. Il y en avait 13 exactement. Et c'était la volonté de Marine, c'était qu'à chacun, et ça rejoignait une exposition précédente qu'il a faite l'an passé
en tant que commissaire à Strasbourg, une exposition qui s'intitulait Silence. C'était cette idée d'avoir des maisons pour chacun des artistes. Et puis, une salle collective. Et puis, il y avait une pièce très particulière, qui est la pièce unique de Michael Ackerman, cette étape qui n'existera jamais du livre Half-Life, qui sera publié au mois de novembre prochain par Robert Delpire. Et Michael avait fait cette pièce pour l'exposition que j'avais organisée pour les 10 ans de Galerie Vue, et qui était une exposition qui s'intitulait Unique. Je vais demander à tous les photographes de créer des pièces uniques. C'est un petit jeu comme ça. Et Michael avait créé ça. Marine l'a acheté tout de suite. Marine avait auparavant acheté des tirages de Michael Ackerman. Et donc, il y avait ça. Et tout ça était très clair. Après, il fallait... Et ça a fait partie du travail, de la discussion, du dialogue, parce que c'était une chose très, très agréable, quoi, de très grande complicité. Il fallait l'installer dans ce lieu qui n'est pas fait pour ça. Et ça nous plaisait bien. Marine m'a demandé de sélectionner les photographies pour la pièce collective et de les accrocher. Il ne voulait absolument pas intervenir sur cette pièce-là. Il voulait la voir accrochée pour voir ce que j'avais bien pu trouver de ce qu'il avait laissé dans ses choix. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et alors, vous en pensez quoi, de l'accrochage de cette salle-là? Écoutez, Christian, au milieu de toutes les nombreuses fonctions qu'il a, est aussi devenu psychanalyste, donc c'est très intéressant. C'est en tout cas un psychanalyste bon marché et qui vous explique comment il fait ses séances. Donc c'est une façon un peu particulière de psychanalyser. Mais très lacanien, tout ça. Il m'a raconté ma propre histoire. Donc c'était ça aussi le but de tout ça pour moi. C'était qu'est-ce qui s'est passé à travers ces coups de cœur. C'est-à-dire comment est-ce que des désirs successifs, des moments, des instantanés dans une vie finissent par former une histoire. C'est vrai que chacune des photos que vous voyez là, c'est pour moi des débuts d'une histoire, c'est des débuts d'un film. On peut imaginer quelque chose après. Exemple, une photo de Kertész où on voit un vieil homme de dos regarder on ne sait pas quoi, et la façon dont c'est cadré, la façon dont il y a une espèce de bite d'amarrage à côté, on voit bien qu'il est entre des voyages ou quelque part peut-être au bord de la mer, mais tout ça est totalement indéfini et c'est le début d'une histoire où on peut tout se raconter et chacun peut se raconter son histoire. Et donc c'est bout à bout toutes ces histoires, qu'est-ce qu'elles créent comme histoire globale, comme histoire générale. Et de fait, c'est d'une certaine façon l'histoire de ma vie. Donc c'est ça que je voulais que Christian raconte, et qu'il puisse me le dire. Voilà, c'est comme ça, quoi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a finalement beaucoup d'autoportraits, hein? Quasiment dans chaque salle, il s'avère qu'il y a un autoportrait. Alors, j'ai effectivement découvert avec stupéfaction que j'avais à peu près, pour chaque artiste, sauf Gotthard Schuh, je crois, des autoportraits. J'ai même un autoportrait de Strömholm. Et c'est assez fascinant. Alors, je me suis posé la question. Et fait, vous ouvrez sur un autoportrait. Et j'ouvre sur un autoportrait de Witkiewicz, qui évidemment, pour moi, est très important, puisqu'il regarde les gens qui vont aller regarder. Et il se regarde lui-même, puisque c'est un autoportrait. Et je me suis un peu posé la question, je ne sais pas si j'ai trouvé la réponse. Ce qui est certain, c'est que la seule chose qu'on ne peut pas faire au cinéma, qu'on n'a quasiment jamais faite au cinéma, c'est des autoportraits. Je n'en connais qu'un, c'est JLG par JLG, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, mais sinon, les cinéastes ne font pas d'autoportraits. Alors que tous les autres artistes, en tout cas, bon, évidemment les écrivains, mais les peintres, très fréquemment, font des autoportraits, sauf les cinéastes. De pardon un peu à sa façon. Mais c'est un photographe, précisément. Oui, mais même je ne pense pas qu'il ait vraiment fait des autoportraits. Il a parlé à la première personne. Et si vous voulez, c'est comme moi, en faisant cette exposition, d'une certaine façon, j'ai essayé de faire un autoportrait. Mais je n'ai pas fait l'autoportrait de Witkiewicz. Alors, à propos de psychanalyse, moi j'aimerais parler de filiation, parce que finalement on s'aperçoit quand même qu'il y a des familles d'images très fortes entre Strömholm, justement, Petersen, Daguerre, Ackerman. Est-ce qu'il n'y a pas le risque parfois de se collectionner soi-même ?
dans la répétition des choix. Je vous pose la question parce que, pour avoir parlé avec beaucoup de collectionneurs, beaucoup disent qu'ils ont ce tropisme-là et qu'ils le combattent ou qu'ils ne le combattent pas. Et que peut-être que l'enjeu d'une collection, c'est de se laisser perturber aussi, et pas d'aller vers sa pente fatale. Écoutez, je ne crois pas. Pour moi, l'objet d'une collection, c'est d'être sincère. C'est de ne pas être dans un état d'esprit de spéculateur et de se dire combien vaut cette pièce, et donc d'écrire ces fameuses histoires dont je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai que cette unité, elle vient aussi du passeur, c'est-à-dire de Christian Cojol. Elle vient de ce dialogue que nous avons eu tous les deux et qui a amené aussi des gens que lui-même aime. C'est-à-dire c'est un double regard, c'est pas que mon regard, c'est aussi le regard d'un passeur, d'un marchand, d'un grand savant de la photo qui m'a évité beaucoup d'errances. Parce que je crois qu'en m'amenant droit au but, et pour moi les photographes que je montre là, c'est des gens qui vont droit dans le but, et qui savent bloquer un penalty. Par les temps qui courent, ça deviendra. Donc ça m'a vachement, ça m'a beaucoup aidé. Alors, de fait, c'est pas tout à fait vrai non plus, dans la mesure où, par exemple, il y a un photographe que peu de gens connaissent en tant que photographe, ils le connaissent comme metteur en scène de cinéma, c'est Chris Marker, dont on ne parle pas. Chris Marker, c'est un photographe dont j'ai découvert par hasard les photos. Moi, je connaissais les films de Chris Marker. Je ne connaissais pas les photos. Il y a Dieter Appelt, il est en dehors de tout cela. Mais le problème, c'est que je crois qu'ils dialoguent autour d'une même thématique, qui est leur regard sur l'homme, leur tendresse, leur respect des êtres humains, le respect des visages ou des corps, même quand ces corps sont douloureux ou déformés, comme chez Nagata. Mais ça, c'est une constante qui est la mienne, parce que c'est aussi celle des films que je fais ou de ce que j'essaye d'être dans la vie. Justement, vous disiez tout à l'heure, hein, il n'y a pas de photo de guerre. Vous avez pris la peine de le préciser. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas de photo de guerre parce que, si vous voulez, une des raisons pour lesquelles la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire de la photo, c'est que j'ai fait des photos pour l'agence de presse Libération et j'ai fait des photos militantes à la sortie d'usines. Et j'ai constaté que chaque fois qu'on arrivait avec nos appareils photo, que ce soit moi ou d'autres photographes, immédiatement, la violence se mettait en scène. Et se mettait en scène de façon dure et très souvent de plus en plus dure. C'est-à-dire que chaque fois qu'on retournait sur les lieux d'une bagarre ou d'une distribution de tracts à la sortie d'une usine, en l'occurrence, moi je couvrais beaucoup l'usine Renault, la violence devenait très difficile. Et cette violence a débouché sur la mort d'un ouvrier qui s'appelait Pierre Auvernay. Et je considère que j'ai été, entre autres, responsable de sa mort avec mon appareil photo, dans la mesure où c'est la succession de cette augmentation de la violence, de cette façon dont les acteurs se mettaient en scène, qui a amené finalement à la mort d'un homme. Alors, j'ai du coup posé mon appareil le jour même, et je ne l'ai pas repris. Mais depuis, si vous voulez, je crois qu'il y a une chose dont il faut être et sur laquelle il faut être très vigilant, c'est de ne pas transformer la violence en spectacle. Et que la violence ne devienne pas un spectacle qu'on banalise et qui devient une espèce de quotidien dans lequel on se complaît. Et je pense que il y a vraiment un problème éthique et chez les cinéastes, et chez les gens de télévision, et chez les photographes, autour du problème de la violence, et de la violence en particulier faite au corps, faite au visage, faite à l'identité humaine. Et donc je suis personnellement très abrupt ou très peu sensible à ce genre de choses. Vous parlez de visage à l'instant, il y a aussi une grande présence des visages, et ce sont des visages qui sont montrés sous des formes très différentes. Parfois, justement, ils sont manipulés, ou il y a des reflets, ou ils sont déformés. Il y a tout un rapport à la question de la représentation de soi, en fait.
il y a le rapport de la représentation de soi, mais dans le respect de soi. Et c'est dans quelque chose qui est un visage non pas pris sur le vif, mais sur lequel le photographe a travaillé non pas pour en faire un spectacle de la violence, mais pour faire une réflexion sur le corps. Prenons Die Therapeut. Die Therapeut est un auteur allemand, né en gros pendant la guerre, et qui a avec lui toute l'histoire allemande. Et donc il torture son propre corps. Il est dans une relation très brutale, comme beaucoup d'artistes allemands, avec lui-même, et une interrogation sur la torture et la torture à l'égard de lui-même. Et la pièce que j'ai là est une pièce très complexe, puisque c'est une pièce où il se représente en Ezra Pound. Ezra Pound est un grand poète, inventeur entre autres du futurisme anglais, mais qui était aussi condamné pour collaboration, fascisme actif, etc., etc. Et il a pris ça comme sujet, et c'est lui-même qui est Ezra Pound. Donc, si vous voulez, c'est tout de même des réflexions qui ne sont pas simples, c'est des réflexions dans lesquelles il faut rentrer. Et par exemple, cette pièce, je l'ai présentée à Strasbourg quand j'ai fait l'exposition qui s'appelle Silence, et je mettais la voix extrêmement pénible d'Ezra Pound en train de réciter des cantos. Et c'était presque insoutenable. La pièce est mieux montrée ici, d'ailleurs. Alors, à propos de de scénographie, Christian, ce qui frappe quand on entre, d'abord la première chose, c'est qu'on entre dans une salle noire. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune présentation, pas de texte. Et il y en aura à l'extérieur. Et il va y avoir des cartels, mais ils sont séparés des images. Donc, on peut avoir une approche des images absolument sans aucune indication. Donc, j'imagine que vous avez parlé de tout ça. On disait à l'instant que la photo n'a pas la parole, mais vous ne lui donnez pas plus la parole, en tous les cas, dans cette exposition. Donc, il y a une information qui est quand même extrêmement importante, c'est que dans chaque salle, il y a le nom de l'auteur. On va dire que c'est le service minimum. Est-ce qu'il y a besoin de... C'est l'essentiel. En tout cas, c'est une indication indispensable, dirons-nous. Après, toutes les informations, et de façon extrêmement précise, y compris les formats, les techniques, etc., sont à la disposition du visiteur. Mais ça, c'est ce qu'on donne dans une galerie pour acheter. Non, pas du tout. C'est s'il éprouve le besoin de savoir ce que c'est. Parce que je pense que chacun peut s'approprier ces images. C'est l'expression d'un auteur, et elle est là pour être vue, pour être partagée. C'est tout à fait dans la logique de la démarche du collectionneur qui montre. Un collectionneur qui montre sa collection privée, c'est qu'il considère que les œuvres sont faites pour être vues, et donc que d'autres que lui peuvent se les approprier à leur manière. Après, s'il souhaite... et ça rejoint d'une certaine manière ce qui est arrivé à Marine. Marine a vu des œuvres, certaines je l'ai vues moi-même les découvrir, il n'en savait rien, elles l'ont intéressé, il a posé des questions, et on lui a répondu. Et après, il y a évidemment des tas d'éléments de mise en scène, parce que c'est une mise en scène, à commencer par l'espace lui-même, mais c'est évidemment pas par hasard que Annette Messager et Christian Boltanski ne sont pas accrochés l'un à côté de l'autre. C'est évidemment volontaire si Christer Stromholm et Anders Petersen, qui a été son élève, son assistant, le photographe le plus proche de lui, sont aux deux extrémités, mais dans deux espaces qui sont physiquement comparables. C'est-à-dire qu'il y a des séries de liens, de petits fils, que chacun peut tisser ou pas. Je pense que c'est une exposition dans laquelle le parcours est fait de telle façon qu'on puisse aussi s'y perdre. Oui, c'est assez labyrinthique. On peut y retourner plusieurs fois. Les seules choses que vous avez dans les couloirs,
ça j'y tenais beaucoup, ce sont des images qui font explicitement référence au cinéma, avec des petits clins d'œil. Il y a Chaplin. Voilà, moi je suis très fier, j'étais très heureux le jour, j'étais pas en France, un jour j'ai lu dans la presse que MK2 avait les droits mondiaux pour Chaplin. Et depuis, je suis très heureux qu'il y ait eu une restauration des films, qu'il y ait des DVD avec des bonus, etc. Bon, ce petit clin d'œil, en plus, moi c'est la première fois que je vois un tirage d'époque sur Chaplin. Et puis à côté, il y a un minuscule petite merveille qui est une petite photo d'Eisenstein. Voilà, donc il y a ce parcours du cinéma qui traverse. En même temps, ni l'un ni l'autre n'avions envie d'une chose didactique. Hein, c'est-à-dire que c'est des choix. Marine a fait des choix, affirme des points de vue. Ces choix, ils ne sont pas là pour être imposés. Ils sont là pour qu'on les partage, qu'on les discute, qu'on y prenne du plaisir. Pas plus que ça. Je veux dire, ce n'est pas une nouvelle proposition d'histoire de la photo, c'est y compris à l'intérieur de chaque salle, c'est des lectures qui sont extrêmement personnelles. Si je me permettais de faire une exposition Stromholm qui soit construite comme l'est la salle Stromholm de la collection de Marine, je me fais tomber dessus par tous les critiques photos, qui auraient raison d'ailleurs. Mais voilà. Ces choses-là, je crois qu'il y a, enfin j'espère en tout cas, qu'il y a une certaine fluidité, qu'il y a un type de liberté vis-à-vis des œuvres qui, pour moi, correspond aussi à la liberté de choix qu'il y a eu dans la façon de sélectionner. Moi, il y a des tas d'achats de Marine où j'étais surpris. Par exemple non, je peux tout à fait en parler. Je veux dire, pour moi, c'était pas du tout évident que Marine allait acheter Gotthard-Chou. Je veux dire, par rapport à ceux qui le préoccupaient du point de vue de l'esthétique, me paraissait être quelqu'un qui appartenait à l'histoire, qui était loin. Et dans notre relation, ça a été un des moments les plus douloureux. Le jour où Marine a acheté Le Grand Mineur, je me souviens très bien, un samedi après-midi à la galerie, il a fallu emballer ce Grand Mineur et il est parti avec. Et avec Jules, on était malheureux parce qu'on adorait cette pièce, on l'accrochait de temps en temps, puis elle était partie. Et ce que je ne savais pas, mais c'est là où il y a quelque chose qui me fascine aussi dans la cohérence interne de la chose, ce dont je ne pouvais pas me douter, c'est que c'était le point de départ d'une pièce. De la même façon que chez Stromholm, la découverte du travail des travestis, des transsexuels de la Place Blanche, Marine, qui ne savait pas que Nan Goldin avait acheté des Christer Stromholm et qu'elle avait une passion pour ce travail-là, Marine a tout de suite, à sa manière, réglé le cas de Nan Goldin et décidé, non, la vraie chose, c'est Stromholm par rapport à cette question-là. Donc, voilà. Moi, j'ai été touché ces jours-ci par une chose. Je dois dire que je suis heureux de cette exposition. Je ne dis pas souvent ça. Je suis heureux de réactions de gens qui me disent j'ai été ému par cette exposition. Et pour moi, c'est beaucoup plus important que si on me disait ah, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est-à-dire qu'on est passé au-delà de cette proposition trop fréquente qui fait qu'on dit aux gens voilà, on vous propose de consommer des belles images, de consommer des belles photos, de consommer une belle œuvre. Et je crois qu'on est en relation avec autre chose qui est de la nature, effectivement, du choix. Et ces choix, c'est des choix qui sont basés sur des valeurs. Et des choix de valeurs, ça entraîne des choix esthétiques. Marine Kamitz, vos choix évoluent? Ils ont évolué? Heureusement.
Il faut que le regard se forme et se forme tout le temps. C'est-à-dire, je pense qu'un regard qui n'évolue pas est un regard mort. C'est à ce moment-là, c'est des âmes mortes, vous voyez. Je pense que l'art a cette qualité extraordinaire de nous obliger, de nous remettre en question en permanence. Et c'est finalement la meilleure façon de se remettre en question, c'est les artistes, c'est les propositions artistiques. Alors plus on va, plus on se remet en question, puisque on regarde, puis aussi on refuse beaucoup de choses. Mais en refusant des choses, on se dit, mais est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est pas moi qui deviens un vieux ringard et quelqu'un de totalement dépassé, qui ne comprend plus la réalité, qui ne suit plus la réalité? Donc ça permet aussi de rester jeune. Donc c'est quand même pas mal comme thérapie, quoi. Alors justement, si on continue sur la thérapie, pourquoi montrer la collection maintenant? Est-ce que vous arrivez à un stade de votre vie où justement le plaisir de se dévoiler par la collection devient important? Non, ça c'est vraiment le hasard. D'abord, j'ai pris goût à l'idée de la mise en scène des œuvres d'art, avec l'exposition que j'ai faite à Strasbourg, puis ensuite à Lisbonne. Et ça me rappelle les films que je faisais comme metteur en scène. Et donc j'ai l'impression de refaire des films à ma façon, enfin des petits films, quoi. Pas refaire vraiment de la mise en scène de cinéma, mais quand même de faire du cinéma à ma façon. Et c'est plus simple. C'est assez fatigant, mais c'est plus simple. Et donc là, c'était vraiment le hasard, parce que je crois que Antoine de Gatta a parlé de ça à François Ebel. Et j'ai rencontré l'année dernière François ici. Je ne le connaissais pas, on s'est rencontrés sur la place, là. Et il m'a dit, mais on m'a parlé de votre collection, qu'est-ce que vous collectionnez, etc. Et j'ai un iPhone, comme beaucoup d'entre vous, et je lui ai montré des photos comme ça, là. Il était un peu surpris de voir des photos sur un petit bout d'image. Et il est venu voir à Paris et il m'a dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous? Donc c'est vraiment le hasard, comme ça. Alors, autre question. Vous disiez tout à l'heure que le nom des photographes, c'était absolument essentiel. Je parle là dans votre exposition. Je vais poser une question que doivent se poser sans doute beaucoup de photographes qui sont là. Est-ce que lorsque vous collectionnez un photographe, vous avez le désir de le rencontrer? Non. Je m'y attendais. Mais... Non. Je pense que ce qui est important, c'est l'œuvre, c'est le rapport qu'on a avec l'œuvre et c'est le respect de l'œuvre. L'homme, on peut le rencontrer après, ça peut se passer bien ou mal, et c'est désagréable quand ça se passe mal. Donc je préfère rester sur l'œuvre et pas avoir d'interférence, si vous voulez, par rapport à l'homme. Il se trouve que certains artistes, je les ai rencontrés avant. Par exemple, Christian Boltanski, j'étais à Boston avec Christophe Kieslowski au moment de Trois couleurs rouges, et je m'ennuyais, je ne parle pas anglais, je vais dans le bar de l'hôtel et je vois un type, c'est le seul mec qui parlait français, c'était Christian Boltanski. Donc on a passé la nuit à discuter ensemble, et je ne connaissais pas Christian Boltanski, je ne savais même pas ce qu'il avait fait. Simplement, on a passé une nuit à discuter. Et ensuite, on a continué les discussions jusqu'à ce que je m'intéresse à son travail. Et là, j'ai découvert que le type avec qui je parlais, c'était quand même un type absolument fabuleux. Et on est devenus très amis aussi à travers les œuvres. Mais on était déjà copains avant. Alors, je vais poser une autre question. Vous êtes quel type d'acheteur, je dirais? Vous achetez vite, vous réfléchissez? Christian va nous le dire, parce qu'il a eu l'expérience à la Galerie Vue. Il achète comment, Marine Karmitz? Il y a plein de choses différentes. Je peux vous citer des anecdotes. Il y a une chose certaine, c'est que ce n'est pas, parce que j'en connais d'autres, ce n'est pas du tout un acheteur compulsif. Il n'y a aucune hystérie, parce qu'il n'y a aucune volonté de posséder avant l'autre, etc. Ça, c'est absent. Il y a toujours quelque chose de... Il y a toujours une première étape qui est un arrêt devant l'œuvre. Tac, s'arrête. Et après, la réflexion peut être plus ou moins longue. Le Gotthard-Schuh, ça a pris un certain temps. On n'a plus jamais reparlé. Et puis un jour, Marine est arrivée, il avait pris sa décision. Moi,
Parce que, alors, Marine, alors ça, je dois le dire en tant que galeriste à l'époque, et je pense que ça a aussi aidé notre relation. C'est quelqu'un à qui j'ai l'impression de n'avoir jamais rien vendu. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais passé comme ça. Et pourtant, ça a été un des collectionneurs importants de la galerie. Donc, ce grand Gotthard-Schuh, dans mon souvenir, ça avait pris un certain temps. Michael Ackerman, à la première exposition, voilà, hop, j'ai choisi tout de suite. Et voilà. Et puis, il y a une chose très étrange dans ce métier de galeriste et de marchand, c'est que parfois on a des pièces et on se dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas intéresser un tel? Et avec Marine, ça m'est arrivé très très rarement. Parce que d'abord, c'est quelque chose que je fais pas, mais j'ai quand même un souvenir, et il est important parce qu'il a déterminé quand même une partie de la collection importante. C'était un Paris Photo, et donc c'est en 2001, puisque c'était le Paris Photo après le prix Niepce, donc après le 21 septembre 2001. Antoine Lagata a composé un panneau qui est une pièce unique qu'il a terminé sur le stand de Paris Photo, comme d'habitude. Et c'est le panneau qui est là, le panneau avec les photos faites à Auschwitz. Je m'étais dit, ça pourrait intéresser Marine. Je pense que ça pourrait intéresser Marine, qui n'avait à cette époque-là rien acheté d'Antoine. Et effectivement, à l'ouverture de Paris Photo, ça a pris un quart d'heure. Il est arrivé, il s'est planté là-dessus. Il l'a regardé. Non, ça n'a pas pris un quart d'heure. Moins d'un quart d'heure. Ça a dû prendre 5 minutes. Et derrière ça, et c'est aussi la façon dont se constitue cette collection, où les œuvres d'un artiste s'articulent les unes par rapport aux autres. Marine a acheté, il a été le premier à acheter, le panneau de fait à Jérusalem. Voilà, c'est... Il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est ce sentiment... C'est pas des achats calculés, c'est jamais du calcul. C'est des achats émotionnels et qui sont extrêmement articulés en même temps. C'est là que c'est troublant. Et c'est vrai que c'est en faisant le livre qu'on a découvert l'histoire des autoportraits. On s'est même posé la question de savoir si on n'ouvrait pas chaque chapitre par un autoportrait. Alors que, bon, moi je n'ai jamais vu... Enfin, Marine ne m'a jamais demandé si un photographe avait fait un autoportrait pour l'acheter. Jamais. C'est pas un acheteur de thématique. Parce que je pense que c'est aussi bien au-delà de ça. Marine Kamitz, je ne résiste pas à l'envie de vous faire parler d'au moins justement une image ou une série d'images. Alors ce panneau précisément là, fait à Auschwitz, qui est effectivement une œuvre tout à fait magnifique. Qu'est-ce qui vous arrête et qu'est-ce qui fait que vous l'achetez? Qu'est-ce qui fait que vous la montrez entre tout ce que vous avez? Et que vous la mettez dans la salle du conseil d'administration. Voilà, ça boucle la question. Je pense que c'est une œuvre qui pose un problème qui, pour moi, est absolument au cœur de ma réflexion. C'est qu'est-ce qu'on peut montrer et l'interdit de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire, l'interdit de l'image? Au niveau du cinéma, il y a eu 2 textes très importants. Il y a un texte de Jacques Rivette qui parlait du travelling de Capot. Capot est un film de Pontecorvo et où à la fin de ce film, il y a Emmanuel Riva qui est dans un camp de concentration et qui essaye de s'évader, et il y a un long travelling comme ça sur elle, montrant qu'elle est en train de mourir accrochée au barbelé. Et il a considéré ce travelling comme parfaitement ignoble. Je crois que c'est le cas d'ailleurs. Et ensuite, Serge Danet, qui est quelqu'un auquel Christian et moi on tient beaucoup, a beaucoup parlé du travelling de Capot.
Pour vous donner d'autres références, si vous voulez, il y a Jacques Lanzmann qui a beaucoup posé la question de l'image, de l'interdit de l'image, etc., etc. Je vous en ai aussi parlé tout à l'heure, un peu par des anecdotes, mais il ne faut pas vous embêter, parce que là, on ne fait pas un cours de philosophie, et je serais bien incapable de le faire. Mais ce panneau, il ne représente, il n'y a aucune représentation d'être vivant. Hein. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a rien. Il y a quelque chose, il y a une réalité qui est simplement celle qu'on peut deviner, imaginer. Et très, très curieusement, d'ailleurs c'est très bien par exemple qu'il n'y ait pas le titre, qu'on ne dise pas c'est Auschwitz, et que les gens le découvrent. Et je sais que chaque fois, ou très souvent, beaucoup de gens m'ont dit c'est en tout cas c'est une prison, d'autres me disent c'est un camp de concentration, et les troisièmes me disent c'est Auschwitz. Et ça, c'est donc très très important, c'est-à-dire arriver à montrer sans le dire, arriver à faire en sorte qu'on ne soit pas là en train comment dire, vous me posez une question compliquée sur ce panneau, et longue. Enfin bref, c'est le maximum ou la perfection de ce qu'on peut faire autour de l'interdit de la représentation. Voilà. Je voudrais, on va pas trop tarder, mais est-ce que vous continuez d'acheter ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que si vous voulez, si j'arrêtais, ça serait arrêter mon rapport avec les créateurs, avec l'art. J'achète, je suis collectionneur d'art contemporain, donc j'ai une passion pour les dessins, j'ai une grosse collection de tableaux. Et là, bien sûr, les photos, absolument, c'est indispensable. Et c'est indispensable parce que, si vous voulez, c'est une façon de faire de la gymnastique le matin pour s'entraîner. Donc il faut exercer son regard. Dès que vous laissez tomber votre attention, dès que vous laissez tomber vos envies, votre désir, on n'a plus envie, quoi. Alors on devient vieux et bête. Alors, je poursuis la question en faisant une remarque. Alors, est-ce le fait de votre sélection, mais il y a finalement assez peu de jeunes photographes dans tous ces photographes qui sont exposés. On est les plus jeunes, je dirais, ont au moins 50 ans. Et ont tous au moins 20, voire 30 ans d'arrière. Il y a des jeunes photographes dans des choses qu'on n'a pas montrées. Je pense qu'il y a un problème avec l'art, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour arriver à comprendre comment évolue un photographe, comment les choses se mettent en place. Il faut mûrir. Et c'est ce mûrissement qui est très intéressant. C'est pour ça que ça m'intéresse de montrer les différentes étapes, l'évolution d'un photographe. C'est pour ça que j'ai des œuvres qui montrent des étapes successives. Pour moi, je ne sais pas s'il y a des jeunes ou des vieux photographes. Il y a en tout cas des photographes. Je ne sais pas si Chris Marker est un jeune ou vieux photographe, c'est sans doute le plus âgé de la bande. Mais sa dernière œuvre, qui sont les photos froissées par lui-même, qu'il a refotographiées, des photos qu'il a faites lui-même et qu'il a froissées, qu'il a refotographiées, c'est une œuvre de jeune photographe. Donc il n'y a pour moi que la notion de photographe. L'idée de jeune ou vieux ne se présente pas de cette façon. Il y a des grands photographes et puis il y a des photographes moins importants. Mais si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est que des jeunes photographes puissent continuer à travailler et que au nom de la préservation des œuvres ou du patrimoine, on ne pense pas à l'importance qu'il y a à aider des jeunes à exister, à être montrés et à permettre justement d'évoluer pour qu'à un moment ou à un autre, des gens comme moi ou d'autres les découvrent. Alors, je vous pose évidemment cette question parce que parmi les rôles, est-ce qu'il d'abord il y a un rôle du collectionneur? Est-ce que c'est entre autres effectivement d'aider la création actuelle? C'est évident, c'est-à-dire qu'il y a un rôle, il y a même un devoir. Il y a un devoir, je ne sais pas, parce que bon, il ne faut pas avoir des devoirs, il faut avoir ni devoir ni mérite. C'est Jean-Luc Lénard qui disait ça quand on lui a remis l'ordre du mérite.
Je n'aime pas recevoir d'ordre et je n'ai aucun mérite. Et il y a, si vous voulez, une obligation à créer un ensemble qui est l'œuvre, le photographe. Ensuite, il faut des passeurs de façon impérative, c'est-à-dire des marchands, des gens comme Christian, des musées, mais des musées vivants, pas des musées qui se contentent d'acheter ce qui est à la mode ou ce qui coûte cher ou ce qui fait venir les gens, etc., etc. Donc un vrai travail d'histoire de la photo et d'avancer vers la photo. Et il faut bien sûr des collectionneurs et il faut, si possible, essayer de contourner au maximum ce qu'on appelle la spéculation et les spéculateurs. Donc il y a des gens qu'il faut aimer et des gens qu'il faut essayer de fuir. Marine Kermitz, vous êtes le chef d'orchestre d'un conseil de la création. Hein, et parmi vos 10 propositions, je peux me tromper, mais j'en ai vu aucune autour de la photographie. Pourtant, c'est un art vraiment démocratique. Oui, il n'y en a pas directement autour de la photographie d'ailleurs. Il y en a beaucoup autour de la musique. Il y a sur toutes les formes d'expression. Il n'y en a pas beaucoup autour de la musique. Parce que Christian, à qui j'ai posé la question, m'a pas apporté d'idée qui tout à coup... C'est la faute de Christian, en fait. Christian. Non, il y a, si vous voulez, dans quelque chose que nous venons de faire, qui s'appelle Imaginer maintenant, où nous avons, dans 8 villes en France, proposé à des jeunes créateurs de moins de 30 ans de participer à partir d'un thème qui est un lieu de patrimoine, la possibilité de réécrire, de se l'approprier. Et c'est un ensemble de créateurs qui vont des créateurs d'art aux créateurs artistiques. J'entends par créateurs d'art, disons des cuisiniers jusqu'aux poètes. Hein. Et parmi ces créateurs, il y a eu dans toutes les villes des photographes qui ont fait des photos à leur façon, qui ont suivi les événements, qui ont été les chroniqueurs ou ont travaillé avec des plasticiens, des musiciens, parfois peut-être des cuisiniers, etc. Et c'est donc, on les a introduits, on les a réintroduits dans une communauté, puisque c'était ça le but, c'est arriver à faire travailler tous ces jeunes ensemble, à les faire reconnaître et considérés par leurs proches, leur municipalité, leur quartier, etc. Et leur donner une première carte de visite, c'est-à-dire avoir la possibilité de montrer quelque chose, puisque une des choses les plus compliquées, les plus difficiles actuellement, c'est l'accès à faire un travail, c'est l'accès à pouvoir avancer dans un travail. Et donc il faut montrer, et il faut, par cette façon de montrer, pouvoir être considéré ou être pris au sérieux par les gens qui vous font bosser. Frédéric Mitterrand est venu il y a quelques jours confirmer son intérêt et une grande mission pour la photographie. Est-ce que vous avez fait partie des gens qui l'ont entouré et des discussions autour de ce projet-là? Non, pas du tout. Je pense que c'est très bien la sauvegarde du patrimoine. Je pense que c'est aussi très important de penser l'avenir de cette jeunesse et de ces jeunes photographes, car sans les photographes de demain, il n'y aura pas de patrimoine dans l'avenir. Dernière question, comment est-ce que vous vivez avec vos images au quotidien? C'est-à-dire, vous changez l'accrochage chez vous, elles sont dans des tiroirs? Non, je vais les saluer tous les matins, je vais saluer un certain nombre tous les matins. Je leur dis bonjour, parce que c'est des proches, des amis. Si vous voulez, c'est mon réseau Facebook. C'est-à-dire que ça a un grand avantage, c'est que ça ne dit pas de conneries, ça ne dit pas n'importe quoi, ça ne me fait pas perdre de temps, et je peux rêver devant chacune de ces photos, et c'est des amis, quoi. Alors, chacun a son nom, voilà. Et le soir, je leur dis bonsoir, d'ailleurs. Bien, merci beaucoup à vous deux.